Bienvenue dans cet AfterTech numéro 16. Je donne directement suite à notre live de la V2 Tech qui s'est tenu lundi, bien évidemment. N'oublie jamais YouTube, si tu as envie de nous voir en live, nous sommes en direct sur YouTube tous les lundis à 21h. Vidéo qui incite à pirater l'anime sur YikTorrent. Je ne connaissais même pas ce site avant que tu l'écrives 2 messages au-dessus. Est-ce que c'est écrit là? Là. Je le pointe du doigt à la bonne hauteur. Bon, en tout cas, vous avez déjà commencé à exprimer votre avis sur le manga, sur l'animé manga. Disponible en jeu vidéo. Jeu vidéo que j'ai, mais que j'ai pas encore fait. Et en vrai, je sais pas si je dois le faire en stream. Parce que du coup, comme At In Time qu'on va bientôt commencer, il sera que en anglais. Il sera sous-titré en anglais en tout cas. Ce qui peut rendre difficile à suivre quand on connaît pas du tout l'univers. Mais après, je me dis qu'à la base, c'est le premier univers qui existait. Donc pourquoi pas. Mais voilà, dans l'ensemble, ça avait l'air de vous intriguer. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Quand je prendrai le temps de lire les 3 tomes que j'ai, parce que je les ai achetés, vu que c'est mon animé préféré, je me suis dit obligé, je les achète. Eh bien, je vous dirai si c'est fidèle. Mais actuellement, j'ai encore 70 tomes en retard à lire. J'ai toujours du mal à choisir entre regarder un animé ou lire un manga pour une première fois d'une série. Moi, généralement, je regarde déjà le nombre de tomes qu'il y a. À titre personnel, les fonds financiers, c'est pas illimité quand t'as plusieurs séries. Moi, je conseillerais plus facilement à quelqu'un de dire regarde les 970 épisodes de One Piece plutôt que de lui dire achète les 98 tomes de One Piece. Parce que entreprendre un abonnement à ADN ou à plein d'autres plateformes qui l'ont en entier, mais en l'occurrence ADN là, ou acheter 98 tomes, je vous promets qu'avec un abonnement ADN, ça va vous coûter moins cher de rattraper tout. Alors ça peut être long, parce qu'il y a 970 épisodes, mais ça vous coûtera moins cher. Ça vous demandera plus de temps, c'est tout. Venez, on fait un calcul. Je devrais jamais faire ça. On va regarder combien de temps de ma vie j'ai passé à regarder One Piece. Ça marche? On va regarder combien il y a d'épisodes. Je vais regarder combien il y a d'épisodes. 972 épisodes. Je vais mettre 300 € pour les tomes 1,75 en occasion. Ça me semble beaucoup de dépenser en une fois, mais ça m'a l'air ok. 75 tomes divisé par 300. Ah non, c'est large, ok. Ou il faut que je fasse 300 divisé... Non, il faut que je fasse 300 divisé par 75. 4 € le tome. Non, en vrai, ça va, tu t'en es bien sorti. C'est honnête. Ok. 900... J'ai dit combien? 972 972 épisodes. Mais j'ai sorti ça d'un coup. Ah, ça fait mal, hein. 972 épisodes de One Piece x 20 minutes. Ça fait 19 440 minutes. On va diviser par 60. Ce qui nous fait 324 heures. Qu'on va diviser par 24. J'ai bientôt regardé, moi et toutes les personnes qui regardons One Piece, nous avons bientôt regardé 2 semaines consécutives de One Piece. Imaginez-vous que pendant 14 jours, vous enchaînez sans vous arrêter. En skippant les 3 minutes de merde qui servent à rien de récap à chaque épisode. Donc on prend vraiment 20 minutes, pas les 23 minutes. 20 minutes, pendant 20 minutes, non-stop. Pendant 14 jours, vous avez regardé uniquement One Piece. Surtout vu la tranche de l'animé, j'ai lu que 500 épisodes. Ah ça, au début ça prend cher. Hein. Au début vous êtes en 4 tiers, parce que le manga il est presque aussi vieux que nous.
Il date des début 2000. Hein. Le manga, il est presque aussi vieux que nous. Et on commence en 4 tiers. Ça fait mal. Ensuite, on arrive à passer enfin en 16 neuvième. Là, ça va un peu mieux parce qu'on est plus adapté. Et par contre, vous allez tomber sur l'épisode filler où vraiment on allait trop vite par rapport à l'animé, au manga. Et donc, du coup, on devait faire de la merde. Là, ça va vous faire perdre bien de temps. Moi, j'ai encore regardé les films à côté. Il y a une vingtaine de films One Piece qui existent. Je vais pas les rajouter aux 13,5 jours déjà passés à regarder One Piece. Mais voilà, c'est pour le chiffre. Voilà. Vaut mieux perdre 14 jours à regarder One Piece. Attends. Que d'acheter. Attends, ça coûte combien One Piece en manga neuf? €6,90 pour 98 tomes. Et la série neuve de One Piece intégrale vous coûte actuellement 676 €. 676. Je sais pas, j'ai eu peur d'avoir dit 800. 676 € et 20 centimes pour avoir l'intégrale de One Piece. Je préfère perdre 14 jours de ma vie qu'un demi-smic en une fois pour attraper tous les One Piece. En une fois ou même en plusieurs fois. Hein. Pas forcément parce qu'en 2 semaines, t'as moyen de te faire bien plus que 300 € en bossant. À la condition de pouvoir bosser. Mais en long terme, tu dépenseras quand même moins de temps. Tu peux l'étaler. Bref, c'est pas les sujets de la journée. Mais voilà, c'était l'instant chiffre, les anecdotes. Voilà, c'était pour c'est des rires nerveux. Des rires nerveux de savoir que j'ai passé 14 jours à regarder ça. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez qu'on choisit chaque semaine désormais le sujet de l'AfterTech pour savoir sur quoi je vais bosser, histoire de me motiver un peu plus. Et la semaine dernière, en sondage, vous aviez voté pour qu'on fasse les Yakuza. N'hésitez pas, si les sujets d'AfterTech vous intéressent, de rejoindre le Discord qui est disponible en barre d'infos. Et si vous êtes sur Twitch, vous faites ! Discord. Il y a un salon directement tout en haut qui s'appelle Sujet d'AfterTech. Voilà, Véréon qui me fait ! Discord, merci beaucoup. Il y a un salon qui s'appelle Sujet d'AfterTech dans lequel vous pouvez écrire et vous pouvez proposer des sujets d'AfterTech. La seule condition pour les sujets d'AfterTech, c'est d'avoir un lien avec l'Asie. On parle pas forcément que du Japon, mais d'avoir un lien avec l'Asie. Du moment qu'on est sur des productions proches, donc on peut parler de Corée, on peut parler de Chine, on peut parler de Thaïlande, on peut parler de Taïwan, on peut parler de tous ces pays proches, vraiment Asie de l'Est, pas Asie de l'Ouest, pas celle qui est de notre côté, pas la Russie, etc. On a déjà arboré pas mal de thèmes qui ont été gentiment rayés dans la mise en forme par Atom sur Discord, parce que c'est vraiment un amour. Et donc dans ces messages-là, il y avait le choix de parler de Yakuza. Et donc, c'est le thème de notre soirée, ce sont les Yakuza. Et je pense que de la manière dont je n'étais pas prêt à recueillir autant d'informations que j'ai recueillies sur les Yakuza, vous n'allez pas être prêt à recueillir autant d'informations que je vais vous balancer sur les Yakuza. Ça va être trop cool. Pas prêt. J'étais pas prêt et quand je repense à des trucs, j'arrive toujours pas à en revenir. Les Yakuza, comme vous le savez, représentent les méchants du Japon. Par les méchants du Japon, j'entends la mafia japonaise. C'est très littéralement, les Yakuza représentent la mafia japonaise. Donc, mafia qui est comparée forcément à la mafia italienne, parce que ça vient de là-bas. Donc, c'est un groupe de crime organisé. Mais, à la différence majeure de n'importe quelle mafia existante sur Terre, les Yakuza
sont officiellement déclarés. Pour m'expliquer, les Yakuza, les Yakuza ont des associations ou des sociétés qui leur permettent d'être Yakuza. C'est prévu dans la loi japonaise. Il faut être encadré par la loi. Les Yakuza sont des méchants qui sont déclarés. Et ces Yakuza, aujourd'hui, plus simplement, sont partagés entre 4 grandes familles au Japon qu'on appelle des syndicats. C'est plutôt drôle. Ils sont réduits entre 4 grandes familles. Et aujourd'hui, en tout cas en 2019, ils étaient recensés à 28 200 membres. Ce qui par rapport à la population du Japon n'est pas grand chose. Ils sont ouf. C'est incroyable. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un autre monde. C'est-à-dire que les Yakuza peuvent avoir une petite boutique. Ils peuvent avoir un local commercial avec vue sur la rue. Le mec peut être dans la rue en train de te dire « Est-ce que tu veux venir là, dans ce local-là, montrer ta fidélité à la famille et devenir un Yakuza ?» C'est possible. Sauf que les Yakuza font pas chier le peuple, non? Alors, là, on va étayer tout ce que sont les Yakuza. Les Yakuza sont plein de choses. Mais ils font chier sans censé être faire chier. C'est très compliqué. Merci pour ton follow. Pseudo qu'on ne prononcera pas. C'était très drôle. Hein, merci. Mais c'est vrai pour Atom en l'occurrence. C'est vrai pour Atom en l'occurrence. Le lait est présent. Ah, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Mais merci à toi. Ah bah ça. J'étais obligé. Il était là. Il y avait la blague. Je me suis dit, je vais anticiper Atom qui l'a fait. Ben, on l'a fait. Mais très bien. Franchement, YouTube, si tu es impressionné par la créativité des gens sur Twitch à créer des pseudos incroyables pour déranger, n'hésite pas à t'abonner, bien évidemment, et peut-être même à nous rejoindre sur Twitch si tu en as envie, parce que tu peux vivre ça en live, c'est très prenant. Mais nous allons retourner à nos Yakuza, bien évidemment. Nos Yakuza ont pas vraiment de source fiable. C'est-à-dire que leur origine n'est pas entièrement datée, datée dans l'histoire, etc. On a, en tout cas, le mot Yakuza apparaît pendant la période Edo, donc entre 1600 et 1800, donc pendant le shogunat des Tokugawa. Et c'est, selon des estimations, un mot qui s'approcherait d'un jeu un jeu de cartes qui s'appelle le Oishokabu. Le Oishokabu, qui est un jeu avec des valeurs, c'est un jeu de cartes, avec des cartes Kabafuda et Anafuda. Anafuda qui est plutôt populaire parce que ce sont des cartes très esthétiques. Et ces cartes ont des valeurs et dont le but du jeu est de marquer 9 points. Voilà, de s'approcher du 9. Et du coup, il y aurait une croyance qui porterait à croire que Yakuza vient de ce jeu de cartes, parce que Ya signifie 8, ça vient de Yatsu, qui signifie 8, Ku, qui veut dire 9, et Za, qui serait une déformation de San, qui veut dire 3. Donc ça voudrait dire 8, 9, 3, ce qui fait un score de 0 au Oishokabu, et donc du coup... une main perdante, donc du coup, Yakuza voudrait dire perdant par ce 8-9-3 présumé. Et donc du coup également bon à rien. Si vous êtes familier avec My Hero Academia, Deku veut également dire bon à rien. Mais voilà, là c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est une des premières origines estimées.
Et donc les Yakuza sont issus de... à la base, sont des personnes de classe pauvre et de personnes exclues de société, vu que ce sont des bons à rien ou des perdants. L'autre origine de ce mot serait que les policiers, à l'époque, pour traquer les méchants, donc ce qui n'était pas encore des Yakuza, allaient dans des temples pour les débusquer. Mais les sanctuaires Shinto sont sacrés, donc ils ne pouvaient pas intervenir dedans. Donc du coup, ce que faisaient nos petits Yakuza, c'est qu'ils mettaient un guetteur à l'entrée pour prévenir. Et donc du coup, Yaku en japonais, ça veut également dire rôle. Et donc du coup, za, ça veut dire chaise. Donc du coup, Yakuza, ça peut également dire le rôle de la chaise, donc le guetteur. Et ce guetteur servait donc de rempart entre la police et les joueurs. Parce que bah, c'était des joueurs. Ils jouaient aux cartes, bien évidemment. Donc on n'a pas de terme d'origine officielle, mais dans la terminologie légale au Japon, Yakuza, les organisations de Yakuza sont appelées les Buryokudan, ce qui veut littéralement dire groupe violent. Et les Yakuza, ils aiment pas cette terminologie parce qu'ils considèrent ça comme une insulte dans la mesure où il n'y a pas besoin d'être un Yakuza pour faire un crime violent. Et donc pour eux, c'est pas représentatif et c'est une insulte parce qu'ils sont pas forcément violents. Voilà. Et donc comme dit, nos premiers Yakuza en tant que tels reviennent de la période Edo. Et donc c'était des joueurs de cartes professionnels. Et donc ils travaillaient dans les villes, marchaient dans les foires et contrôlaient essentiellement les jeux de hasard. Le mec dans la rue, poup, 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 elle est où ta balle? Perdu, donne la moula. Ben voilà, ça c'était les premiers Yakuza. Merci Théo de venir utiliser ta commande, la nouvelle commande depuis quand qui est apparue sur le chat, pour savoir depuis quand vous followez la chaîne Twitch. Ça m'a l'air buggé, non? Tu follow depuis largement avant le 4 janvier. En tout cas avec ce compte. Ça doit être buggé. Bon bah tant pis, on l'enlèvera. Dommage. Tant pis, on l'enlèvera. Donc en tout cas, les Yakuza à l'origine contrôlaient les jeux de hasard. Et aujourd'hui, les jeux de hasard restent toujours la source principale de revenus des Yakuza. Ensuite, il y avait également des colporteurs qui travaillaient sur les routes. Ça, c'était vraiment les deux premières origines des Yakuza depuis le début. Chelou, ouais, chelou, parce qu'avec avec ce compte-là, j'aurais pas dit non. Mais avec ton compte Little Theory, pour moi, bah, c'est depuis septembre. Hein. Septembre-octobre, depuis qu'on se connaît. Voilà. Ouais, ça doit être bugué. Ça doit être bugué. En tout cas, le premier compte, c'est pas bon, ça c'est sûr. À moins que tu t'amuses à unfollow. Ce qui est possible. En tout cas, ça c'était pour les premières hypothèses des premiers Yakuza. Ensuite, il y a eu une autre partie de Yakuza qui provient d'une période de l'ère Edo où il y a eu démilitarisation. Et s'il y a eu démilitarisation, il y a eu beaucoup de samouraïs sans job. Donc du coup, ça a donné les Ronin, ça a donné plein de samouraïs sans maître et sans attache. Les samouraïs, c'était 10% de la population en 1600. C'est équivalent à 2 à 3 millions de personnes et 500 000 de ceux-là ont été démobilisés. Et donc, la plupart sont devenus des bandits, terroriser la population, des anciens samouraïs, on entend bien, hein, et semer le désordre, tuer des civils pour le plaisir, et qu'on appelait des kabukimono. Voilà. Ces Ronin-là étaient plutôt violents, ils n'hésitaient pas à tester leurs nouvelles armes sur des randoms civils pour les découper, pour tester le tranchant de leur arme. Là, on est vraiment sur des personnes vachement plus violentes que les premiers qui seraient des contrôleurs de jeux de hasard ou des colporteurs. C'est vraiment
Vous voyez que en termes d'origine, on a beaucoup de choses et ça vient de... On est sûr de rien. On est sûr de rien. On reviendra plus tard sur la hiérarchie, sur la hiérarchie sociale dans les clans Yakuza, parce que c'est encore une autre histoire. Ensuite, on arrive à l'époque Meiji, l'ère Meiji, enfin l'époque Meiji qui a donné suite à l'époque Edo. Donc on arrive bien après, même bien entamé dans l'époque Meiji. On arrive plutôt dans les fin 1800, début 1900. Et les Yakuza vont beaucoup évoluer dans leur rôle et vont interagir en politique et dans la structure de la société japonaise. Pourquoi ? À cause des pays extérieurs et d'idéologies extérieures. Je pense en l'occurrence, je pense pas et je cite en l'occurrence la réalité, on parle du communisme avec Karl Marx. L'idéologie de Karl Marx commence à s'étendre et fait peur aux nationalistes. Vous doutez bien que les nationalistes n'ont toujours pas perdu le front depuis ce temps au Japon. Et donc du coup, à ce moment-là, on fait appel aux Yakuza pour dissuader tous les fanatiques, en tout cas les sympathisants au communisme. Et donc du coup, ils vont interagir en politique par cette manière. Et donc ça va être leur première grande interaction politique. Et du coup, ils vont commencer à choper de l'influence nationalement et à avoir surtout des couvertures légales pour exercer ce qu'ils font, fournies par le gouvernement lui-même pour freiner le communisme. Et donc du coup, ils vont en profiter pour étendre leur pouvoir, et donc du coup vont commencer à élargir leur trafic, et donc on va avoir la création et une très forte expansion du marché noir, ainsi que le marché du sexe. Nous sommes dans une période où la prostitution est légale et autorisée au Japon. C'est-à-dire que ça en plus c'était même pas illégal, mais du coup ils vont prendre les rênes de ce commerce. Donc le commerce de la prostitution, ils vont en prendre les rênes. Ensuite, on va arriver dans la période, vous en doutez, suite à l'époque Edo, on a l'époque Meiji où il y a l'ouverture du Japon à l'international. Et n'oublions pas qu'on a toujours peur du communisme et qu'on est très nationaliste. Les Yakuza sont très ancrés dans leur tradition et donc vont être extrêmement malveillants envers tous les étrangers qui vont se retrouver sur le pays. Autant les Européens que les Américains. On sommes pré-guerre mondiale, donc il n'y a pas de conflit à ce niveau ou d'antécédents. Salut Filippo Freezer, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Donc les Yakuza vont se retrouver hostiles envers tous les étrangers, donc il n'y a pas encore de conflit créé par les guerres nationales à ce moment-là. Et donc vont commettre des actes assez graves parce qu'on est sur la... Tu parles de quoi? Je débarque. Alors on est en train de faire une petite émission qui s'appelle l'Aftertech et donc c'est un thème qu'on vote chaque semaine. On fait ça tous les lundis soirs et le thème de ce soir ce sont les Yakuza. Donc là t'as loupé une petite partie sur l'étymologie du mot Yakuza et leurs origines dans l'histoire. Mais là, on est un peu dans l'évolution des Yakuza entre le passé et aujourd'hui. Donc, on parle du Japon, en l'occurrence. Parce qu'il n'y en a que là-bas. Voilà. C'était pour te faire le petit topo. Et donc, pour en revenir là où on en était, on est sur une ouverture du pays. Et les Yakuza vont jusqu'à devoir, sûrement sur demande... Ça t'apporte quoi de parler de ça? Ça m'apporte une culture personnelle. Parce que du coup, je me renseigne sur des sujets... Et on échange avec le chat. Ils apprennent des choses. La plupart d'entre eux sont en stand-by là parce qu'ils accumulent la race d'informations. Mais quand ils ont des questions ou quand il y a des remarques, ils le font savoir. Donc du coup, on élargit la culture générale à tout le monde, axé sur le Japon. Voilà, c'est notre apport. C'est du full personnel, full envie personnelle. Il y a des gens intéressés, voilà. Donc ils suivent.
Et donc du coup nos japonais vont jusqu'à être contre l'ouverture des frontières, et donc les Yakuza vont être vont être coupables d'actes terroristes, et donc vont tuer deux premiers ministres, 2 ministres des Finances et d'autres ministres. En tout cas, ils tueront ceux qui étaient favorables à l'époque à l'ouverture du pays. Voilà, à l'ouverture des frontières. Moi, je pourrais pas parler devant une webcam pendant des heures à moins d'être passionné de quelque chose. Bah, l'avantage, c'est que depuis le collège, donc depuis plus de 10 ans maintenant, bientôt 15, je suis passionné par le Japon, sa culture, sa géographie, merde, les bâtiments, architecture, merci, le mot m'est revenu. C'est par son architecture, j'ai découvert par la suite les mangas, les animés, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est que de l'intérêt pas encore satisfait de ma passion. Atom a eu la chance parmi nous de déjà aller au Japon, et j'aimerais trop visiter également. Le Japon, les hommes sont majoritairement puceaux après tant de temps. Et bah, si ça t'intéresse, en bas dans ma barre d'infos, genre dans ma bio, tu as ma chaîne YouTube où il y a mes replays de toutes les vidéothèques et de toutes les aftertech, et tu as une aftertech sur la sexualité au Japon. Tu as une aftertech sur la sexualité au Japon, et on parlait en l'occurrence de ça, mais ça remonte déjà il y a quelques temps, mais en tout cas on en a déjà parlé, c'est sur YouTube, n'hésite pas à regarder. Voilà. Mais ouais, c'était un sujet qu'on a déjà abordé. On va reprendre le fil avec nos actes terroristes qui ont été demandés à cause des ultranationalistes contre le communisme et l'ouverture des frontières. On est donc du coup sur des Yakuza qui sont dans les années 1900 influents dans la politique du pays, et qui, post-Seconde Guerre mondiale... Alors on va pas louper le passage des guerres mondiales. N'oubliez pas, hein, les Yakuza géraient le marché du sexe, le commerce du sexe, et donc du coup, pendant la guerre mondiale, c'était eux qui fournissaient les femmes pour apporter du réconfort à l'armée, bien évidemment. C'était leur rôle plutôt essentiel à ce moment-là. Voilà. Donc du coup, les Yakuza, vous doutez bien qu'avec tous les pots de vin accumulés à ce moment-là, les trafics, les meurtres demandés, ils ont accumulé beaucoup de ressources et de richesses à ce moment-là, ce qui en faisait des personnes très puissantes. Un max de tunas de ouf. Et ensuite, s'ensuit la guerre mondiale, défaite du Japon, et les Américains viennent s'occuper, comme d'habitude, de ce qui ne les regarde pas. On en avait déjà parlé, ils avaient touché à des lois japonaises, et en l'occurrence, ils ont touché à l'armée. Dans le fond, ils sont pas méchants, c'est leur boulot, quoi. Oui, c'est ce qu'on leur demandait, c'était sous couvert de l'État, hein. C'était sous couvert de l'État, hein. Là, on parle pas on leur demande de faire un boulot ingrat, mais légalisé. Attention. On n'est toujours pas dans des personnes méchantes, hein, actuellement, hein. On est... Là, je suis totalement d'accord, hein. Et donc, les Américains s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Et les Américains vont aussi introduire leurs mœurs. Donc déjà, par peur, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit la taille de l'armée. On s'occupe des trafics de drogue. On s'occupe des autres trafics qui ont lieu sur le pays. Et en l'occurrence, on interdit la prostitution. Donc, c'est seulement post-guerre mondiale que la prostitution est devenue illégale au Japon. Voilà. Mais dans la folie de tout le capharnaüm qui a créé la guerre mondiale, les Yakuza vont continuer de faire du trafic malgré les Américains. Ils vont s'octroyer des biens qui ne leur appartenaient pas, parce que il y a eu beaucoup de bombardements, donc il y a eu beaucoup de feux, d'incendies, et donc beaucoup de plans cadastraux qui ont brûlé. Donc plus aucune preuve, en plus avec les morts, etc., de savoir à qui appartenaient les terres et les terrains. Et donc ils revendiquaient des terrains
vide, neutre, perdu, abandonné. Et donc du coup, post-guerre mondiale, ils en ont profité pour accumuler beaucoup de terres et en faisant du trafic sous le nez des Américains qui étaient en train d'interdire la plupart des choses qu'ils faisaient. Voilà. Donc à ce moment-là, le pouvoir des Yakuza est extrêmement fort parce qu'on est dans un Japon très fragile et sous la coupe des États-Unis qui sont plutôt chiants. Et donc du coup, ils vont devenir un très grand pilier du Japon. Et donc ils vont faire fleurir le marché noir vraiment à outrance avec tout ce qui était devenu interdit. Ils ont des gros appuis politiques et de la police parce que n'oubliez pas qu'avant tout était réglementé par l'État. Et le marché noir reste un des seuls moyens de survie pour les Japonais. Et donc, ils deviennent force régulatrice. C'est le terme utilisé, ils deviennent force régulatrice du Japon dans cette occupation américaine post-guerre mondiale. Ensuite, on va commencer à voir arriver les déviants. Les déviants, on va parler de ces jeunes japonais qui n'ont pas été introduits dans le code correctement des Yakuza, qui sont, comme je l'ai signalé, démilitarisés dans un Japon en grande crise. Et donc, du coup, ces jeunes-là vont devenir très violents. On va avoir une petite génération de jeunes Yakuza extrêmement violents, avec une criminalité moins organisée. C'est-à-dire que le boulot va être sale, mal fait, parfois prévu à l'improviste, et pas du tout justifié par l'État cette fois-ci, même en douce. Mais tous ces membres-là vont se retrouver absorbés au fur et à mesure dans les grandes familles qui existent. Comme je vous l'avais dit, il existait 4 grandes familles, mais les familles, on va voir ça un peu plus tard. Voilà. Et donc on est entre 1958 et 63, on est pas loin de 10 ans après la guerre. On est à 184 000 Yakuza, ce qui a représenté l'apogée des Yakuza au Japon, avec 126 gangs différents. N'oubliez pas qu'il y avait toujours des grandes familles, bien évidemment, mais une grande famille peut avoir des petites familles. On parle d'une famille mère avec des familles, ça on y reviendra. Voilà. Là revient la peur du communisme par la Chine. Et donc du coup les Américains vont lâcher quelques détenus politiques au Japon pour faire tourner les relations avec les Yakuza et donc toujours bloquer l'avancée du communisme au Japon. Donc le seul moment où les Américains ont lâché du lest, c'était pour bloquer le communisme, le grand méchant face au capitalisme. C'est bien connu de la part des États-Unis. Et donc du coup ça va être un japonais du nom de Kodama qui va être libéré, Yoshio Kodama, qui va être libéré, qui va rétablir la paix entre les gangs et qui va devenir un petit équivalent du Al Capone, du parrain quoi. Et son influence va perdurer pendant encore 30 ans, parce que pour rappel on est dans les années 60, il va perdurer encore pendant une trentaine d'années, jusque dans les années 90, où là le gouvernement va mettre une loi contre la pègre nippone. Et donc du coup va commencer à entacher l'image des Yakuza auprès des civils. Donc du coup on va commencer à avoir là les Yakuza un peu plus proches d'aujourd'hui. Donc ils vont perdre leur fonction sociale, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus supervisés par l'État, ils n'auront plus de rôle on va dire, où ils vont résoudre des conflits et empêcher des choses d'arriver mauvaises au Japon. Voilà, ils vont juste se détacher d'eux. Et donc, ils vont commencer à appliquer des sanctions. Ils vont commencer à sanctionner les guerres des clans qui touchent les civils. Seulement ceux-là. Si ça touche pas les civils, on s'en fout. Ils vont perdre leur force sociale. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de fonction au sein de l'État. Ça, on l'a dit. Ils vont mettre une loi. Alors c'est là qu'on rentre dans le what the fuck du Japon. Ils vont mettre une loi pour qu'il y ait un recensement officiel des familles
de Yakuza. Parce que, attention, tenez-vous prêts, bien qu'il n'ait plus de rôle auprès de l'État, il faut déclarer comme il faut sa bande, sa famille, son gang, selon certains critères définis par l'État, et si vous répondez à ces critères-là, vous bénéficiez d'avantages financiers. Des critères par exemple qui correspondent à avoir un casier judiciaire, avoir une famille hiérarchisée, hein, on revient toujours à la hiérarchie de la famille qu'on n'a toujours pas abordée parce que vraiment c'est totalement autre part. Et dans le cas où l'État décide que la bande, la famille est blacklistée, eh bien, elle aura des restrictions. Donc elle va perdre ses avantages financiers. Juste financiers. Juste ça. Elle va juste perdre ses avantages financiers par rapport à ce qu'elle percevait. En 2004, donc là on est quand même 12 ans après, c'était en 92 cette loi. En 2004, ils ont rajouté un petit élément. Ils ont mis en sorte que les chefs de gang, les chefs de famille, aient l'obligation de dédommager les civils lorsqu'une guerre de gang ou des casses organisées par des membres de leur famille causent des dommages ou des litiges à ces personnes. Sur simple preuve, si on a une preuve que tel membre de la famille a commis telle chose, pardon pour le coup dans le micro, eh bien, il y a dédommagement pur, simple, obligatoire. Pas de négociation possible. Et ça a été une mesure qui a été prise pour diminuer le chantage, le racket qui était souvent pratiqué par les Yakuza. Chantage, en l'occurrence, parce que vous savez, c'est des territoires, ils se partagent des territoires, on marche pas sur le territoire des autres. Et quand on marche sur le territoire des autres, là, ça crée une guerre. Et par exemple, du coup, sur ton territoire, il y a un commerçant et tu vas voir le commerçant et tu lui dis « C'est tant par mois pour qu'on protège ton magasin. » Soit il te dit oui, tu lui as fait du chantage sans vraiment lui faire du chantage parce qu'il te l'a directement donné. Et dans ce cas, personne touche le magasin. Soit il va te dire non. Et là, tu vas lui dire « C'est dommage, t'aurais pu être protégé de quelques dégâts. » Et en fait, ils vont saccager ton magasin. Et ensuite, ils vont te redemander « Est-ce que tu veux qu'on protège ton magasin ?» Et là, tu payes. Parce que si tu payes pas, ils recommencent. Voilà. Donc, c'est du chantage. Donc, du coup, on a une petite loi. Ils ont mis en place une loi pour prévaloir ça. Ensuite, cette loi a permis à beaucoup a permis au Japon à faire perdre aux Yakuza beaucoup de leur influence. Mais il y a toujours eu des vices. Les plus grandes entreprises, vraiment les très grandes entreprises, vont même plus loin que ce que je vous ai parlé. C'est-à-dire de genre juste ils protègent ils protègent mon office, ils me protègent de scandale. Les très grandes entreprises ont des Yakuza en société écran, financés en interne, donc camouflés parce que ce n'est plus légal. Et ces Yakuza ont pour unique et simple tâche d'étouffer tout ce qui ne va pas. Il est arrivé un accident, on ne veut pas que ça se sache. Ils font régner le silence. Il y a une assemblée avec les actionnaires, mais il y a un actionnaire, il est casse-couille dans le tas. Les Yakuza sont facilement reconnaissables, ça on y viendra après. Eh bien, on fait d'un Yakuza un actionnaire minoritaire de la boîte, on lui donne des actions, qui lui permet de participer légalement à la réunion des actionnaires, de la musique, ce qui lui permet légalement de participer à cette réunion, et donc de dissuader les actionnaires d'exprimer un avis contraire à ce qui est fourni par l'entreprise. Donc tout simplement leur faire fermer leur gueule, sinon on leur casse la gueule. C'est à peu près ça. Et donc ça c'est encore fait dans les très grandes entreprises, mais globalement ça a été pas mal épuré. Il y a des entreprises qui se sont faites choper
et qui avait dans les 200 millions de yens d'intérêt à verser. Ensuite, on va là s'intéresser à notre organisation des familles. Notre organisation des familles, c'est plus détaillé que je le pensais. Mais vraiment plus détaillé que je le pensais. Il y a le chef de la famille qu'on appelle Oyabun. Oyabun n'est pas forcément réservé à la mafia. Vous pourrez entendre dans des mangas, dans des animés, en l'occurrence, il faut surtout l'entendre, vous pourrez l'entendre, le chef de famille, même en dehors d'un cercle de Yakuza, on peut l'appeler Oyabun. Mais voilà, dans le monde des Yakuza, il y a l'Oyabun. L'Oyabun va s'entourer d'un premier cercle, les premiers lieutenants, Wakagashira. Et il va s'entourer également de deux seconds. Si vous avez regardé My Hero Academia, il y a un clan de Yakuza qui est représenté dedans, où justement celui qui est devenu méchant est un sous-chef, donc le premier lieutenant. Et vous avez le second lieutenant. Oyabun, c'est le grand chef. Tout le monde c'est son fils. Et donc tous les autres sont frères. Donc du coup, à partir de là, on va voir les plus anciens, les Kyodai, les grands frères, et les petits frères, donc les plus nouveaux, etc. Il y a un code d'honneur pour entrer dans les Yakuza, mais pas que. Il y a un code d'honneur très strict à respecter. Si vous enfreignez ce code d'honneur, on vous coupe un doigt. Du coup, la plupart des Yakuza au Japon sont reconnaissables parce que c'est très rare de ne pas commettre d'erreur, donc ils ont souvent des doigts coupés. Phalanges, etc. Et donc du coup, plus un Yakuza est ancien, souvent plus il lui manque de doigts. Donc il y a un code d'honneur à suivre, et ce code d'honneur, on vous l'apprend par une formation de 6 mois. Parce que, pour rappel, les Yakuza ont des associations ou des entreprises qui leur permettent d'avoir un local légalement, et donc de recruter. Et donc, ils te proposent, avec une formation de 6 mois, de montrer ton honneur et d'apprendre le code des Yakuza, et donc de prêter allégeance à la famille. C'est à la portée de tout le monde, même nous étrangers. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Ensuite, il y a toute la partie... Alors c'est là que c'était le plus surprenant, il y a l'administration. Il va y avoir du coup la personne qui va gérer les fonds. Donc le comptable, le Kaikei, un conseiller juridique, parce qu'évidemment, faut se protéger devant la loi, hein. On fait des activités un peu coussi comme ça quand même. Donc il faut se protéger. Et donc ils ont toute une structure légale, comme si c'était une vraie entreprise, pour se protéger, pour gérer ça, pour gérer les effectifs, sûrement gérer les fonds, se déclarer auprès de l'État comme il faut. C'est extrêmement impressionnant. De plus, vous avez cette hiérarchie comme ça que je vous ai présentée, hein, donc vraiment, faut vraiment la voir comme un entonnoir. Et plus on est bas dans la hiérarchie, pire ça peut être. Tous les grands frères ne sont pas égaux. Tous les grands frères ne sont pas égaux. Les Yakuza ont tendance à accepter des personnes pauvres, des personnes exclues de la société, donc vraiment des rebuts, des enfants abandonnés, ce genre de choses. Et donc, ces personnes comme ça, exclues, abandonnées de la société, en échange, ou qui n'avaient plus de vie, ou qui allaient se suicider, voilà, en échange de leur vie, ils échangent leur vie, leur âme, et vraiment, pour eux, c'est vraiment, ils échangent leur âme contre une chance de servir à quelque chose, et donc, ils deviennent ce qu'on appelle des déchets. Des déchets, voire limite des morts vivants, hein. Faut juste que je retrouve le terme. Des souillures, voilà, des non-humains et des souillures, parce qu'ils ont vendu leur âme contre une allégeance, et donc ils répondent aux ordres et aux désirs de leur maître. Vous pouvez vraiment les voir comme des chiens, très littéralement, et ils préféreront mourir que de trahir, parce qu'ils ont vraiment offert leur vie, leur âme. Voilà, ça c'est vraiment l'état d'esprit.
Ça, c'est l'état d'esprit dans cette hiérarchie, donc c'est pour montrer que tout le monde n'est pas égal. Il y en a qu'on considère de non-humains, de souillures. Voilà. Je vous ai parlé de ce code des Yakuza. Ce code d'honneur s'appelle Gokudo, qui signifie la voie extrême. On peut également traduire par voie chevaleresque, qui date de l'intégration des Ronin au code des Yakuza, qui contenait à l'époque 9 règles. Aujourd'hui, la 9e n'est presque plus appliquée. Cette ligne de conduite, on appelle ça le Ninkiryodo, la voie chevaleresque. Et d'ailleurs, il y a un animé qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle La voie du tablier, ou en anglais The Way of House Husband, qui est sur un ancien Yakuza qui devient homme au foyer. C'est des mini-épisodes, enfin c'est condensé en 23 minutes, mais c'est constitué de mini-épisodes de 2 à 5 minutes. Et c'était extrêmement drôle. Et en fait, en japonais, le manga s'appelle La voie du tablier, en référence à ce code d'honneur des Yakuza qui s'appelle la voie chevaleresque. Voilà, c'était pour la petite anecdote, parce que du coup, j'ai regardé ça la semaine dernière, j'ai appris ça cette semaine, et bah ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir la référence. Donc du coup, les règles de notre code de conduite. La première étant, tu n'offenseras pas les bons citoyens. Donc, normalement, ils sont pas censés faire chier les gentilles personnes. Deuxième ligne de conduite, tu ne prendras pas la femme du voisin. C'est clair, c'est dit. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. 3. Tu ne voleras pas l'organisation. La fidélité, c'est important. 4. Là, ça va être surprenant. Tu ne te drogueras pas, malgré qu'il soit souvent au cœur des trafics de drogue qui ont lieu dans le pays. Loi numéro 5. Tu devras obéissance et respect à ton supérieur. Là, vous en doutez bien, sinon on l'a dit, hein, c'est petits doigts coupés, voire plus. 6. Tu accepteras de mourir pour le père ou de faire de la prison pour lui. Il est important que le chef de famille reste le chef de famille. C'est très difficile de changer de chef. Tout le monde n'a pas les mêmes idéologies, tout le monde ne va pas adhérer à son charisme. Donc le but étant de faire tomber les petits avant les gros. 7. Tu ne devras parler du groupe à quiconque. Ça a pas l'air dur jusqu'au 6. C'est plutôt ok. C'est plutôt ok. 7. Tu ne devras parler du groupe à quiconque. Fight Club. On dit rien. Fight Club. 8. Pas plus compliqué. En prison, tu ne diras rien. Une tombe. Tu te tais. Et là, vous allez me dire, ok, plutôt ok la voie chevaleresque. Mais c'est quoi le 9? Pourquoi on l'applique plus? La 9. Il n'est pas permis de tuer un katagi. Un katagi, c'est quoi? Personne ne faisant pas partie de la pègre. Donc, une personne n'étant pas un Yakuza. Et là, il y a litige. Parce que ça, c'est presque plus appliqué, vu qu'ils avaient beaucoup de missions de demande de crime à l'époque à faire. Ou alors des fois, un petit dérapage, ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive. En tout cas, quand vous êtes accepté après avoir réussi votre formation de 6 mois, vous échangez avec votre père de famille une coupe de saké. Quand vous faites des bêtises, on vous coupe le petit doigt et vous devez rendre la coupe de saké que vous avez échangée avec le père pour l'avoir trahi. Vous voyez, ça c'est un exemple par exemple d'une main d'un Yakuza. Je viens de noter d'ailleurs que le monsieur a pas l'air très habillé, mais voilà, ça c'est un monsieur qui a le doigt coupé parce qu'il n'a pas respecté un moment le code. Et comme vous le savez, si c'est très grave, on se fait seppuku. Et alors, là on va arriver à une partie très très drôle. C'était une partie qui m'intéressait beaucoup. On va parler du tatouage. Le tatouage a plusieurs significations entre à l'époque et aujourd'hui. À l'époque, le tatouage, il se faisait un rond noir à chaque fois qu'il commettait un crime, pour savoir combien ils en avaient fait. Donc à chaque fois qu'ils commettaient un crime, les Yakuza se tatouaient un cercle noir. Et donc plus il y en avait, plus tu avais commis de crimes. Par la suite, avec la démocratisation des familles, les familles ont arboré on va dire un symbole.
Et donc du coup, pour montrer ton appartenance à la famille, tu te faisais tatouer le clan de la famille. Enfin, le symbole de la famille. Qui est plutôt... des fois plutôt grand, hein. Il y en a, ils font tout le dos. Et... tradition l'oblige, on l'a dit plein de fois, hein, les Yakuza sont très traditionnels, très basés sur les traditions. Ils font ça à l'ancienne. Ils font pas ça avec le tatouage électrique comme on le fait aujourd'hui. Ils font ça à l'ancienne avec... avec du coup des faisceaux d'aiguilles fixés sur un manche de bambou. Ou alors depuis plus récemment, ils sont passés quand même à l'acier inoxydable parce que c'est stérilisable. Voilà. Mais c'est des tatouages vraiment faits à l'ancienne, fabriqués à la main. Ça coûte extrêmement cher et ça prend extrêmement de temps. On parle de tatouages sur plusieurs mois, voire années de travail. Et selon les statistiques, 2 Yakuza sur 3 sont tatoués. Voilà. Et chacun, comme on l'a dit, possède son tatouage particulier. Par exemple, voici une famille de Yakuza qui a pris une petite photo au calme. C'est pas payé par la famille. Je crois qu'ils subviennent à ses besoins, mais ça coûte cher. Mais voilà. Et là c'est là où je me suis rendu compte du what the fuck. C'est que les frérito font des petites photos au calme zère. Voilà. Au calme, petite photo, poum poum poum, on met ça sur internet. Et donc voilà. Vous voyez, lui par exemple, bah, il est pas tatoué à droite. Eux, ils sont plutôt pas mal tatoués. Lui, il est pas encore trop tatoué. Voilà. Donc voilà. Et là, lui, c'est l'Oyabun. Vous en doutez bien, hein, c'est Oyabun au milieu. C'est le chef de la famille. Et donc du coup, c'est le tatouage du famille. Voilà. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il existe 4, on va ranger cette main, il existe 4 grandes familles encore de Yakuza. Avec des... Je vais vous montrer leur symbole de clan. Ah, c'est marrant, j'en ai que 3 ici. Vous allez avoir la famille Yamaguchi-gumi. Avec ce clan, enfin ce logo de clan, qui est plutôt sympa. Vous allez avoir la famille Sumiyoshi, qui elle a un logo que j'aime. Enfin, son symbole de clan, je le trouve plutôt cool. Vous avez ensuite... Ah, vous avez la famille Inagawa, dont je n'ai pas le symbole. C'est pour ça en fait. Vous avez la famille Inagawa. Et enfin, vous avez un autre clan qui a une image plutôt stylée. La famille Toa Yogai Jigyo Kumiyarai. Allez suivre. Qui a ça comme symbole de clan, qui est plutôt stylé également. Donc ça, ce sont les 4 familles principales qui subsistent encore aujourd'hui au Japon. C'est un peu comme les familles royales qui avaient des blasons moins encadrés. Moins encadrés, mais c'est pour montrer l'appartenance en fait à leur clan. Comme c'est vraiment un grand système de famille, il faut vraiment voir comme une famille très proche. Vraiment... vous voyez les termes utilisés, il y avait le terme Oyabun, le terme de père qui est utilisé, pour tous les autres le terme de frère, et c'est vraiment comme ça qu'on considère tous les autres, même s'ils sont considérés comme non humains, comme souillures, voilà, comme déchets, ils sont tous membres de la famille, et donc du coup c'est vraiment pour montrer une appartenance. Et voilà, les tatouages aussi, les autres tatouages qu'on fait à côté sont aussi un peu symboles de caractère. Je peux lire par exemple qu'un dragon est fait, par exemple, on le tatoue à des personnes calmes. Donc le dragon représente une sérénité sereine, tandis qu'un tatouage de geisha va plutôt être mis sur une personne de nature agressive. Qui l'eût cru? On l'aurait plutôt vu à l'inverse, non? Ensuite, les Yakuza font partie de l'activité de leur pays, parce que comme dit, ils ont des couvertures légales. Et donc, ils participent au festival de leur ville. Donc là, par exemple, vous avez tout un clan de Yakuza avec 2 Yakuza qui exhibent très fièrement leur tatouage. Parce qu'on en avait déjà parlé, le tatouage, du coup, comme c'est réservé aux Yakuza, c'est interdit au Japon. Ça mène aussi à beaucoup de manifestations aujourd'hui pour que les tatoueurs
soient reconnus officiellement, parce qu'ils ont quand même un sacré art. Mais voilà, donc là, en l'occurrence, vous avez ces tatoueurs, ces Yakuza qui exhibent très fièrement leurs tatouages lors des festivités de leur ville. Vous voyez qu'en plus, ça attire les gens, hein. C'est normal, ça ne choque pas, ça fait partie de la culture. Ça fait totalement partie de la culture. Et ça fait partie des choses intéressantes. De la même manière que là, vous voyez, hein, on est dans une rue tout à fait normale. Et là, cette petite devanture, normalement vous voyez bien ma souris bouger, cette petite devanture là, eh bah, ça appartient à une famille de Yakuza. Tout simplement. C'est une devanture de Yakuza. Et c'est normal. C'est normal. Voilà. Après, ils ont beaucoup influencé, encore aujourd'hui, ils influencent beaucoup le monde des jeux, les sumo, ils influencent les paris, les jeux de hasard, le pachinko, ils influencent l'immobilier, ils influencent l'industrie du sexe, ils ont encore du trafic, ils ont encore un peu de trafic de drogue, du trafic d'armes, et ils ont un peu d'immigration clandestine également. C'était... Voilà, c'est tout ce que j'ai appris sur les Yakuza. Je n'aime pas plus. Salut Gobi, comment ça va? Tu arrives à la fin de ce stream et de cet aftertech. Voilà tout ce que j'ai appris sur les Yakuza. Je pense que tout comme moi, vous n'étiez pas prêt à entendre la plupart de ces choses sur les Yakuza. Il y a encore beaucoup d'informations sur les Yakuza que je n'ai pas pu voir, que je n'ai pas pu arborer, dont je n'ai pas pu vous parler. Parce que là, vous vous rendez compte que j'ai juste parlé de choses différentes tout le temps. On a été redondant 0 fois. On a fait 55 minutes sur les Yakuza. 50 minutes à peu près. Voilà, on a vraiment... C'est un sujet extrêmement vaste. Il y a beaucoup de choses. C'est ouf. C'était super intéressant. Ça m'a récolté dans mon envie de devenir Yakuza. J'ai une question. Je t'écoute. Profitons-en pour poser des questions du moment qu'on est encore en live et qu'on est encore... Qu'est-ce que ça t'apporte de parler de ça? Merci à tous d'avoir suivi cet aftertech. N'oubliez pas Twitch. En l'occurrence, Gobi, si tu viens d'arriver, les aftertech et les vidotech, émissions que je fais le lundi soir, sont toutes disponibles en replay sur Twitch. Donc si jamais ça t'intéresse, chaque semaine on aborde un sujet récent différent en aftertech, tout relatif au Japon généralement, ou en tout cas à l'Asie de l'Est, et en vidotech, en émission principale, on aborde souvent un manga, une série ou un animé, pareil d'origine asiatique. Si jamais ça peut t'intéresser, tout est en barre d'infos là en bas sur Twitch. Voilà, et donc, si vous êtes sur YouTube, vous êtes déjà sur ma chaîne YouTube, voilà, c'est là qu'il y a les replays. Félicitations, vous avez trouvé. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, ça me fait toujours plaisir, ça vous permet de savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Généralement le mercredi et le samedi, mais j'oublie souvent de les mettre. Donc du coup, vaut mieux follow la chaîne. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet aftertech, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve lundi prochain en live sur ma chaîne Vedo_ pour une nouvelle Vedotech et une nouvelle aftertech, si tout va bien. Parce que je vous cache pas que Isakam va faire son émission une semaine sur 2. Et c'est une émission qui m'intéresse également. Peut-être que ça aurait été l'occasion de passer à une semaine sur 2 également. Bon, on verra. Je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous fais des bisous à tous. Merci d'avoir suivi cet aftertech. Des bisous et à la prochaine. Au revoir.